intitulé une orchide récidivante, curieuse orchide. Et donc, Mathieu, on te laisse la parole. Bonjour. Donc, une orchide récidivante. C'est un homme de 38 ans, en passant de PowerPoint de Keypoint à PowerPoint, il y a des trucs qui sont partis. C'est un homme de 38 ans, ingénieur chimiste. Il est en fait manager dans une équipe au sein d'une firme pharmaceutique qui fabrique des chimiothérapies. Au mois d'avril de l'année passée, il a subitement une douleur du flanc droit qui irradie au testicule droit. On trouvera une hématurie microscopique. On lui fait un neuro-CT scanner et il y a un petit calcul, 3,2 mm, enclavé au méa urétéral droit. Et il a une urétéro-hydronéphrose. Il a une pyélonéphrite et on le traite par ciprofloxacine et on doit lui mettre une sonde double J qui sera retirée 12 jours plus tard. Et à la suite de ça, très vite après, vu la persistance de douleurs lombaires, avec un peu de fièvre, on lui represcrit une cure de ciprofloxacine, pourtant l'ému est négatif. À ce moment-là, il a une écho abdominale qui est normale. En juillet, apparaissent brutalement des symptômes ORL, transpiration nocturne et des arthralgies. Il fait un test antigénique dans une pharmacie pour le SARS et c'est positif. Et puis apparaît un gonflement du testicule gauche. Il n'a pas de fièvre, il n'a pas de symptômes urinaires. À ce moment-là, en fait, il est en Autriche pour le travail. Il consulte dans un service d'urgence. On lui donne le diagnostic d'orchite à gauche et il reçoit à nouveau de la ciprofloxacine et il n'y aura pas d'amélioration. Il revient en Belgique. Là, il va voir un urologue. On lui fait une écho prostatique et on garde le diagnostic d'orchite gauche et il est mis sous Esaprime. Au mois d'août, il fait tout d'un coup une fièvre à 39 et avec de la diarrhée, ça dure 2 jours. Et puis ça revient 5 jours plus tard, et donc là, il se rend aux urgences. On constate qu'effectivement, il a une température élevée. Là, il a une tuméfaction nette du testicule toujours gauche, qui est induré, chaud, douloureux. Et on lui prescrit du tazocin et de la doxycycline. Pendant qu'il est en hospitalisation provisoire, il fait un épisode d'hypotension, on doit le remplir, on lui donne de la muquin et on décide de l'hospitaliser. Il a une échographie scrotale qui montre effectivement une augmentation de la taille des testicules plus à gauche. Les testicules sont hyper échogènes, finement hétérogènes et associés à la présence de microcalcification. Il y en a peu. Le Doppler montre une hyperémie globale sans lésion focale. On répond orchite. Il n'y a pas d'atteinte des épididymes qui sont quand même légèrement hyperémiés. Pas de torsion testiculaire et il a quelques adénopathies inguinales. Au cours de cette première hospitalisation, on lui refait une PCR SARS qui est positive et il évolue bien. Il y a une disparition de la fièvre. On décrit une diminution des tuméfactions testiculaires, de la douleur. Il avait un syndrome inflammatoire qui diminue. Au cours d'hospitalisation, il aura 2 émus qui sont négatifs, des hémocultures négatives. Il y a eu un dosage d'alpha-fétoprotéine et de bêta-HCG qui était dans la norme. Juste avant de sortir, on lui refait une PCR SARS qui est négative. Et donc, il rentre à la maison sous augmentin et doxycycline. Jean, qu'est-ce que tu penses à ce stade-ci de toute cette affaire? Je ne pense en tout cas pas à une orchide sur Covid-19, ça c'est clair. Je suis quand même très surpris. Alors, le fait qu'on ait des émus négatifs, que ça à plusieurs reprises, au début, ça a l'air de coller. On trouve une microlithiase, il y a une symptomatologie qui colle avec éventuellement une surinfection sur lithiase. Puis après ça, il y a cette orchide qui arrive. On peut être surpris quand même que les émus soient négatifs, même avant qu'on ait escaladé terriblement dans ces paris antibiotiques. Moi, je ne me rappelle pas, mais il ne devait pas être bien pour qu'on ait mis tazocin, doxy, amuquin, alors qu'il sortait de ciproxine, Bactrim. C'est quand même des traitements très, très lourds, alors qu'on n'avait aucune documentation microbiologique. C'est ça, je trouve qu'il y a une discordance qui est quand même bizarre. Bon, on sera attendu à ce que cette orchide soit décapitée par ces nombreux traitements antibiotiques. Oui, et donc ils ne reviennent pas avec 39, 39,5, pas bien, avec un syndrome inflammatoire. Ouais.
Donc, un petit rappel sur ce qu'est une orchite. Inflammation du testicule, c'est souvent unilatéral. C'est très souvent accompagné d'une épididymite. Les causes les plus fréquentes sont d'origine infectieuse, virale ou bactérienne, soit par dissémination hématogène, soit par voie ascendante. Chez les plus jeunes, il faut penser aux infections sexuellement transmissibles. Au-delà de 50 ans, c'est plutôt des entérobactéries qui sont à rechercher en priorité. Il y a des causes immuno-inflammatoires d'orchite. Habituellement, ça se présente par une douleur, mal-être, fièvre, frisson, une augmentation du volume testiculaire, une induration, un édème et parfois un érythème scrotal. Je me suis demandé justement pour les MU, donc j'ai trouvé cet article qui essaye de déterminer quelle est l'efficacité de l'EMU et de l'échographie du scrotum pour la prise en charge aux urgences face à une douleur testiculaire. C'est une petite étude rétrospective. Et donc, on trouve des chiffres de sensibilité pour l'analyse des urines de 58%, quand les gens viennent avec un diagnostic probable d'orchite, donc, ou en tout cas de douleur testiculaire. Ce n'est pas énorme, hein, c'est du 1 sur 2. Et la spécificité de l'échographie, l'autre cadre rouge, est quand même assez bonne dans ce contexte, à 98% pour cette étude. En ce qui concerne la spécificité, ça vaut toujours la peine d'aller voir dans le papier ce qu'ils ont pris comme groupe non-orchite. Parce qu'évidemment, si on prend, je ne sais pas, moi, un groupe témoin qui ne se plaint de rien, ben alors on va avoir une spécificité extrêmement importante. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, c'est de reprendre des situations qui cliniquement pourraient faire penser à une orchite, qui ne sont pas une orchite, et puis alors de voir si c'est vraiment spécifique, quoi. Ça, je pense qu'ils avaient, mais donc ils avaient, je pense, des torsions testiculaires ou des hydrocèles. Ah oui, ok, d'accord. Donc le groupe témoin est toujours intéressant pour voir si on est dans une situation clinique comparable avant de dire c'est spécifique ou c'est pas spécifique. C'est vraiment pour un patient qui arrive, à mon avis, avec une douleur testiculaire. Ok. Quelles sont les autres situations d'urgence fréquentes? Bien, mais donc en sensibilité, bon là effectivement c'est pas terrible pour la documentation, mais l'écho paraît quand même comme un bon élément. Et ici il y a eu quand même plusieurs échographies qui disaient orchite, quoi. Oui. Bon. À la sortie de l'hôpital, un peu après, une semaine après environ, il a une échographie de contrôle, puis il ira chez l'urologue. Et donc, à l'échographie de contrôle, les testicules sont toujours augmentés de taille, 7 cm, un aspect discrètement inhomogène du parenchyme testiculaire, une hypervascularisation globale des testicules, ce qui témoigne d'un phénomène inflammatoire au sens large. On ne décrit pas de zone de nécrose. L'épédidyme est normal, il n'y a pas d'hydrocèle. Et donc, il va on est au mois de septembre maintenant, début septembre, il va chez un urologue pour le suivi. C'est une semaine après l'arrêt des antibiotiques. Il dit qu'il a de nouveau un gonflement des testicules, mais il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de symptômes urinaires. À l'examen, il y a un gonflement bilatéral, c'est plus marqué à gauche, et le scrotum est érythémateux, légèrement chaud. Donc là, il arrive chez moi en consultation et je vais décider de l'hospitaliser parce que je me dis qu'il faut une biopsie. Ça, c'est l'examen du patient. Et le jour avant ma consultation, c'est quand même 2 semaines environ après qu'il ait vu l'urologue, il venait de repasser une échographie scrotale. Il y a toujours l'élargissement. Ici, ils ont mis les volumes en centimètres cubes, comme ça, on ne sait pas comparer à l'examen d'avant, c'est malin. Le parenchyme testiculaire, il est toujours finement hétérogène. Il y a quelques calcifications. Une hyperémie franche à l'examen Doppler. Pas de masse individualisée dans les testicules. Pas de tuméfaction épididymaire, pas d'autres anomalies. Et là, maintenant, le patient, il se plaint de douleurs. Ce n'est pas typique, il se plaint de douleurs des avant-bras et des cuisses. Peut-être par rapport à ta remarque concernant le volume, effectivement, ça ne dit pas grand-chose, mais il y a moyen de s'y retrouver quand même, hein. Donc, il faut se dire que la forme n'est pas tout à fait sphérique. On reprend la formule qui donne le volume à partir du rayon. Et alors, il y a moyen d'avoir quand même une idée plus ou moins approximative, quoi. Bon. Covid-19 et orchite, tu vas en reparler? Oui. Ah, ok. Peut-être que Jean s'est trompé. D'accord. Donc, pour répondre à Jean, la question. Parce que moi, j'avais trouvé, tu vas peut-être en parler aussi, enfin sûrement,
bon, il y avait Covid-19 et sarcoïdose où il y a quand même des trucs aussi. Hein? Ouais. Oui. Bon. Et sarcoïdose testiculaire, ça existe. Attends. De la biologie, syndrome inflammatoire, CRP, de Il a un syndrome inflammatoire en général. important. Non, bah, non. On va voir. Ouais. Ben voilà sa prise de sang justement. Donc il a peut-être une anémie débutante, toute débutante. Il a une formule banale. Une chimie assez simple aussi. Il y a des LDH un peu élevés. Une CRP à 77, pas énorme. La coagulation, les tests basiques sont normaux. Il a une vitesse de sédimentation normale. Et il y avait eu en fait, c'est une prise de sang faite avant. Il y avait eu 2 tests immunologiques faits. Il n'y a pas d'ANCA, il n'y a pas de FAN. Au moment de l'hospitalisation, en fait, on a ça, c'est 2 jours après. Il n'y a toujours pas énormément d'anomalies. Vous voyez que les LDH sont quand même bien augmentés. Il n'y a pas d'hémolyse, Ilias. Je lui ai fait une bêta-2 microglobuline qui est toute légèrement augmentée, un lysozyme qui est abaissé, un quantiferon qui est finalement revenu, absence de tuberculose latente. Et je lui ai refait les marqueurs des tumeurs testiculaires qui sont normaux. OK, donc ça veut dire que c'est quand même un petit peu frétillé par le doute puisqu'on voit apparaître des marqueurs de tumeurs testiculaires. Oui, donc moi c'est pour ça que je voulais le faire hospitaliser quand il est venu en consultation. J'ai hospitalisé, je pense, le lendemain ou le surlendemain. Je voulais une biopsie et ce n'était pas possible de faire la biopsie. Donc j'ai demandé aux urologues, il n'y avait pas de place en salle d'op. Et donc finalement, avec 2-3 jours de recul, je trouvais le patient stable. On va le faire sortir et on reprévoit ça en ambulatoire. Et vous allez voir avec d'autres tests encore entre les deux. Voilà, vous avez le choix. Bon, moi, je connais la solution, donc je peux vous dire la solution, elle se trouve dans, c'est pas dans autre. Voilà, donc il a quand même été, il a ouvert le débat. Attends. Avec un hémato normal, on peut pratiquement exclure une leucémie aiguë, surtout dans la longueur de l'histoire. Purpura, il n'y a aucun signe de purpura dans l'histoire et dans les anomalies biologiques. Une brucellose, j'imagine qu'elle a été stérilisée par les antibiothérapies. Et donc, il reste le lymphome testiculaire ou l'orchite à SARS, dont je ne connais rien, mais c'est très compatible avec un lymphome testiculaire. Donc moi j'avais revu, tu aurais pu rajouter la sarcoïdose, parce qu'il y a des sarcoïdoses testiculaires, et notamment après infection et il y a des sarcoïdoses par ailleurs après infection à SARS-CoV-2. Enfin, bon, pour autant qu'on ait pu vraiment valider le lien de causalité dans tous ces papiers. De ce que je sais, de ce que j'ai compris, il a déjà fait un premier épisode avant d'être SARS positif. Il a un premier frottis en juillet avec des symptômes ORL et de la fièvre. Mais il avait déjà une orchite avant. Non, il avait eu sa pyélonéphrite. Il avait eu son affection urinaire avant, oui. Enfin, ce qui est quand même troublant, c'est qu'on a quand même l'impression, c'est que les différents traitements antibiotiques à différents moments semblent avoir été efficaces. En tout cas, ils semblaient aller mieux après les traitements antibiotiques. Hein. OK, mais donc il resterait malgré tout une orchite avec un germe bizarre. Peut-être PET scan. On y viendra. Il finit toujours par arriver le PET scan. Hein? Ouais. Oui. Et donc, Jean, il y a quand même, au moins, il y a des papiers sur l'orchite du Covid-19. Par exemple, sorti en 2021, il y a une série de Wuhan, un centre à Wuhan, 142 patients. Et en fait, chez leurs patients Covid, ils faisaient des échos. Et ils voyaient des anomalies compatibles, en tout cas, avec des orchites. Il y a eu d'autres séries. Il y a eu une autre série, en tout cas, d'environ 250 patients. Ils n'ont jamais retrouvé ça. Et on trouve quelques cas décrits d'orchite. Par exemple, ici, c'était l'histoire d'un homme de 55 ans. Ça se passe à Téhéran, qui fait manifestement une orchie épididymite.
ils doivent en venir parce que sous traitement antibiotique, seulement pendant 2-3 jours, ça ne passe pas. Et donc, ils viennent à l'opérer et à faire une orchidectomie. Et donc, ils font une PCR dessus qui sera positive. Maintenant, en vrai, je ne pense pas que ça ne fait pas encore le diagnostic. Je sais que le virus peut se balader éventuellement et se retrouver dans certains épithéliums. Je ne sais pas si on doit se dire que ça allait vraiment, mais voilà, c'est décrit. Un mot de l'échographie scrotale, on en a déjà beaucoup parlé, je vais aller vite, mais donc c'est l'examen recommandé en cas de pathologie scrotale en première ligne. On peut voir s'il y a une atteinte testiculaire ou des annexes. On a vu avec le papier d'avant, ça peut faire des diagnostics différentiels dans des situations d'urgence avec des testicules douloureuses. Mais voilà, les néoplasies, parce que j'y pensais quand même, se présentent en général comme des masses au sein du testicule hypoéchogène. Et une infiltration plus diffuse, donc sans effet de masse, peut se voir dans les lymphomes. Le Doppler, en général, montre une augmentation de la vascularisation, mais ça, ce n'est pas spécifique d'une néoplasie. Ça s'observe aussi dans l'orchite. L'orchite, elle est fréquemment accompagnée d'une épididymite et on peut voir des adénopathies, des creux inguinaux au cours d'une orchite. Et donc, effectivement, il sortait, mais on lui avait prévu un PET scan. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le PET scan? Mais donc, une nette augmentation du volume des 2 testicules avec un hypermétabolisme. Des ganglions. Ici, il y en a là. Donc, il a des ganglions et sous-diaphragmatiques, notamment pour les sous-diaphragmatiques, c'est en axillaire. Il rapporte une hypercaptation diffuse, un hypermétabolisme diffus de la moelle, de la rate, et notamment au niveau des os des bras, on le voit là, il y a la même chose aux racines du fémur, et on voit ici aussi que ça capte à ses coudes, et il a des captations dans les mains également. Alors finalement, c'est quoi? Je pense que Van Allen va confirmer qu'il pense à un lymphome. C'est quand même pas fréquent. Hein. En plus, les 2 testicules. Si on accepte le PET scan, il a un lymphome déjà relativement avancé. Là, cliniquement, non, mais quand on voit le PET scan, son lymphome est déjà avancé. Donc, c'est un peu moins étonnant d'avoir une atteinte des 2 testicules, mais sinon, effectivement, les lymphomes testiculaires sont en général unilatéraux. Et le lymphome testiculaire, en fait, c'est rarissime à son âge. Parce que C'est plutôt le sujet âgé que le sujet jeune, hein, le lymphome testiculaire. c'est la tumeur la plus fréquente du testicule du sujet âgé, mais c'est quand même une rareté. Et à son âge, normalement, c'est d'autres types de tumeurs, quoi. Ah, une panne, c'est pas mal. Hein, un syndrome inflammatoire, une périartérite noueuse. Oui, pourquoi pas. Ben, généralement, périartérite noueuse, c'est des douleurs testiculaires. Ils n'ont pas nécessairement une augmentation du volume des testicules. Et les douleurs proviennent finalement de l'effet de la vasculite sur les vaisseaux et avec de la nécrose. C'est d'ailleurs une des conséquences d'une périartérite noueuse, c'est de se retrouver finalement avec définitivement une hypotestostéronémie parce qu'on ne peut avoir les 2 testicules qui ont été finalement sujets à des événements nécrotiques suite à des infarctus répétés dans les testicules. Bon, ça, c'est le truc assez classique, mais je ne m'attends pas à avoir une augmentation de cette taille-là. Alors, c'est vrai que plus le PET, il y a quand même quelque chose d'infiltratif il a une maladie infiltrative, quoi. Bon, voilà. Il a une bêta-2 augmentée avec une fonction rénale qui était normale. Normal. OK, maintenant, pour revenir à l'hypothèse sarcoïdose, là, bon, manifestement, Mathieu n'en veut pas. Bon, parmi les marqueurs de sarcoïdose, hein, classiquement, il y a l'ACE, il y a le lysozyme, la 25 vitamine D, mais la bêta-2 également. Bon, donc la bêta-2 reste finalement, comme on dit en anglais, un surrogate de beaucoup de choses. Je me souviens d'ailleurs au moment du VIH, mais la bêta-2 était utilisée comme un surrogate du sida, parce que finalement, ça témoigne d'un métabolisme, d'un catabolisme accru des lymphocytes. Mais enfin, bon, bêta-2, LDH, on est dans du non spécifique, mais enfin, il y a quand même des éléments convergents vers une éventuelle infiltration lymphomateuse. Et donc, sa biopsie est finalement prévue. Il a une date en salle d'opération.
et on va donc la faire. Donc, il a une biopsie du testicule gauche et d'un ganglion lymphatique de drainage. C'est dense. À plus fort grossissement, en fait, on voit une infiltration par de nombreuses cellules d'aspect plutôt lymphocytaire, tant dans le testicule que dans le ganglion lymphatique. Et si on fait des marquages, en fait, notamment le PAX5, c'est un marqueur de lymphocyte B. Et vous voyez que ça colle, il y en a partout. Et si on fait un Ki67, c'est très élevé, indiquant une prolifération importante. Et si on fait une immunohistochimie TDT, ben, ce sont des lymphoblastes. Et donc, en fait, ce jeune homme aura finalement un diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique B. Il sera transféré à Bordet. Donc, il a une atteinte testiculaire qui semble, en tout cas au départ, testiculaire, à 38 ans. Un examen de confirmation, c'est sa ponction de moelle qu'il a abordée et qui montre qu'il y a quasiment 30% de blasts dans la moelle. C'est pour ça qu'il passe dans la case leucémie aiguë, lymphoblastique donc, et de type B au phénotypage. Il a un fiche qui est négatif pour le chromosome Philadelphia. Il a un karyotype de pronostic dit intermédiaire. Je vais y revenir. Sa biologie moléculaire montre une délétion du gène ETV6. Je ne sais pas ce que c'est, mais donc il a, au final, je vais revenir là-dessus, un impact pronostic. Ce gène, la mutation de ce gène-là, la délétion de ce gène-là a un impact pronostic inconnu. On lui fait des recherches de clonalité B par réarrangement du gène IGH, c'est négatif. On fait la même chose pour les T. Il y a un petit fond, mais ce n'est pas très parlant. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On fait une hybridation in situ pour chercher le génome de l'EBV. Il n'y a pas. Dans la suite du bilan, il a une ponction lobaire qui est heureusement négative et une IRM cérébrale négative. Et donc, il entamera son traitement à Bordet pour sa leucémie aiguë. Je cherchais un article de revue de la leucémie aiguë lymphoblastique, que voilà. Mais je ne connaissais pas bien, en fait. Hein, je n'imaginais pas du tout que ça pouvait avoir une présentation pareille. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une transformation maligne, donc une différenciation anormale et une prolifération d'un clone de cellules progénitrices de la lignée lymphoïde dans la moelle, le sang ou en extramédullaire. Chez les adultes, 75% sont de la lignée B et le reste de la lignée T. Ce n'est pas fréquent, hein, une incidence pour les États-Unis de 1,6 pour 100 000. Il y a une incidence bimodale, la grande majorité des cas, c'est chez les enfants. 80% des cas de leucémie aiguë lymphoblastique sont diagnostiqués chez les enfants. Et puis, il y a un deuxième pic autour de 50 ans. Donc là, à nouveau, le patient, du point de vue de l'âge, en tout cas, c'était atypique. Évidemment, ça, vous le savez, c'est des traitements lourds. Il y a parfois une transplantation de cellules souches allogéniques. Le pronostic est moins bon chez les adultes plus âgés qui ne pourraient pas supporter un tel traitement. Au final, ça, c'est un chiffre tout à fait global. Pour les adultes, c'est 30 à 40% avec une rémission à long terme. Certains peuvent avoir de meilleurs pronostics. Et par contre, c'est nettement meilleur chez les enfants en général. Le tableau clinique, c'est dominé par l'infiltration tumorale, soit de la moelle, du sang, ou alors on peut voir une blastose, et donc éventuellement des sites extramédullaires. Les patients peuvent avoir des symptômes B, on peut avoir l'hyperleucocytose, mais donc vous voyez, ce n'est pas tout le temps, la blastose. Ils peuvent avoir des cytopénies, donc une anémie avec les signes qui vont avec, des saignements suite à la thrombopénie, une infection en cas de neutropénie. On retrouve une organomégalie dans 20% des cas, ce n'est pas énorme, hépatosplénomégalie et ou adénopathie. En cas d'atteinte du système nerveux central, ce qui n'est pas fréquent, apparemment les premiers signes, c'est les déficits de nerfs crâniens et du méningisme.
Et donc, plus de 20% de blastes dans la moelle permet de faire la différence entre ce qui s'appelle un lymphome lymphoblastique et une leucémie lymphoblastique. En réalité, il n'y a pas une énorme différence, notamment en termes de traitement, je pense, et de pronostic. Les leucémies aiguës lymphoblastiques T ont, surtout chez les enfants, je pense, une présentation qui est dite classique sous forme de masse médiastinale. Qui fait ça? Certains patients avec un syndrome génétique, comme par exemple la trisomie 21 ou d'autres, ont un risque accru de la maladie. Il y a apparemment certains facteurs de risque qui sont associés, des radiations ionisantes, certains pesticides, solvants, des virus, notamment de l'EBV, mais en fait, la plupart des patients n'ont pas de facteurs de risque identifiés. Alors, il y a un truc important dans cette maladie, leucémie aiguë lymphoblastique, c'est les mutations chromosomiques. C'est vraiment une caractéristique de la maladie. À mon avis, c'est des choses qu'on peut voir dans d'autres maladies, mais ça prend une place importante pour cette maladie-là à différents égards. Par exemple, vous pouvez, donc c'est pour ça qu'ils font des karyotypes et des fiches, et on peut identifier certaines mutations ou anomalies chromosomiques du style translocation 12-21 pour les gènes ETV6 et RUNX. Ça peut avoir un rôle pathologique, ça peut être un marqueur pronostic, déterminer dans quel groupe de pronostic plus ou moins favorable le patient se porte. Ça peut déterminer une cible thérapeutique, puisque parfois certaines translocations permettent d'utiliser certains traitements, notamment des kinases ou autres. Et donc, les altérations génétiques dites récurrentes qu'on peut identifier chez eux permettent de définir un pronostic individuel pour la personne et ça guidera le traitement. Et donc, on peut voir des choses comme ça. Ça, c'est la classification des leucémies lymphoblastiques aiguës par l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Et vous voyez, j'espère que vous voyez qu'on peut donc avoir une LAL sans plus de spécificité, et puis qu'en fonction des anomalies génétiques qu'on peut identifier, on a une série de sous-types de LAL. Et enfin, les types T, puisqu'ici, c'était pour les types B. Peut-être par rapport à cela, donc, on lui a identifié quand même une anomalie, mais qui n'est pas reconnue comme étant... reconnu comme telle, bien que... Donc, il avait une délétion du gène ETV6. On le retrouve là-dedans? Ce gène-là, oui. On le voit là, mais à mon avis, ce n'est pas la même mutation. Ici, je pense qu'il s'agit vraiment d'une translocation avec un autre gène qui peut-être fait un gène de fusion, en fait, un peu à la façon du chromosome de Philadelphie dans la leucémie myéloïde. Mais je ne pense pas qu'il avait ça. Il avait une délétion de ETV6, et ça, c'est de pronostic, de signification indéterminée pour le moment. OK, enfin, je pense que ça vaudrait la peine d'être... ce cas est quand même un petit peu hors du commun. Je pense que ça vaudrait la peine de rapporter ça. Oui. En tout cas, un des éléments, je dirais, d'originalité, c'est celui-là. Maintenant, au plan de la sémantique, et donc je vais restimuler le collègue Van Allen, parce qu'au départ, tu dis, oui, mais enfin, une chose que c'est sûrement pas, c'est une leucémie. Maintenant, ici, franchement, ça ressemble plus à un lymphome lymphoblastique qui s'est leucémisé dans un second temps plutôt qu'une leucémie. Hein. Il n'y a aucun signe hématologique qu'il a une leucémie. C'est quand même les leucémies, 9 fois sur 10, ont des anomalies dans le sang, avec soit de l'anémie, soit une trop peu, trop de globules, etc. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que je l'ai plus ou moins exclu. C'est classique dans les leucémies lymphoblastiques d'avoir les testicules sont des sanctuaires. Donc quand on traite un enfant, on peut stériliser sa maladie, mais il faut surveiller ses testicules, et il y a même des moments où on irradiait les testicules préventivement parce que ça donnait des rechutes, parce que les produits chimiaux n'entraient pas bien dans le testicule. Donc, si de ce point de vue-là, finalement, ce n'est pas tellement surprenant qu'il y ait une localisation testiculaire compte tenu de ce type de cellules, mais c'est plus la présentation qui est quand même un peu inhabituelle. Oui. Enfin, on parle aussi de leucémie aleucémique aussi pour qualifier ces cas où il n'y a pas de traduction au niveau sanguin.
En général, on a des carences. Alors, il n'y a pas de globules blancs, ou il n'y a pas de plaquettes, ou il y a de l'anémie. Ouais, au moins quelque chose. Ici, oui, c'est ça, le sang n'est pas normal. Ici, ce qui est vraiment étonnant, c'est que le sang est strictement normal. Ouais. Merci. Ici, donc c'est une orchide qui a été, entre guillemets, diagnostiquée au mois d'avril et puis qui a quand même traîné et il a été vu à plusieurs reprises. Moi, je me fais l'avocat du diable face à un patient comme ça, récidivant. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une biopsie testiculaire? Est-ce qu'on aurait diagnostiqué cette maladie avec la biopsie à ce moment-là? Plutôt, oui, ou pas? Bah oui, je pense que oui. Oui. Est-ce que c'est très invasif? Alors, en fait, dans le titre, c'est pas hyper invasif, mais c'est pas hyper invasif, je pense. Ça n'a pas été grand-chose pour lui, cette biopsie. Je pense que, en fait, il a vu beaucoup d'urologues. Enfin, beaucoup, 2 ou 3, je pense, ou en tout cas à plusieurs reprises. Dans le titre, on dit que c'est une orchide récidivante. Elle n'était pas vraiment récidivante, en fait, parce que, en tout cas, en ce qui concerne le volume des testicules, et quand moi je l'ai vu, c'était du béton. Ça n'a fait que pousser lentement. Ce n'était pas vraiment avec une disparition. C'était très trompeur parce que certaines choses disparaissaient. Son syndrome inflammatoire s'est amélioré à un moment. Sa fièvre allait et venait. Et donc, je pense que c'est ça qui a pas fait tilt immédiatement. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment fait des surinfections bactériennes ou en tout cas au tout début un épisode bactérien probablement? Par la suite, c'était moins sûr. Les lymphomes, les leucémies, ça donne des fièvres parfois comme ça. Et ce sont des fièvres qui peuvent répondre aux anti-inflammatoires parce que je montrais qu'il a reçu des antibiotiques à chaque fois. Il recevait aussi pour l'une ou l'autre douleur ou pour sa fièvre des anti-inflammatoires. D'ailleurs, dans les papiers, ou peut-être anciens, sur les fièvres d'origine indéterminée, on disait qu'il y avait un test au naproxène pour savoir si c'était infectieux ou malin. On leur donnait du naproxène. Ouais, et bon, donc, il a peut-être pu un peu répondre à un moment donné, alors que c'était quand même une fièvre lymphomateuse, disons. oui. J'avais revu ces papiers. Ça me paraissait un peu douteux en termes de valeur prédictive, le test au naproxène. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que finalement, cliniquement, les visites chez l'urologue évoquent une orchite gauche, alors qu'ici, il y a une infiltration bilatérale. L'histoire a commencé à droite, probablement dans L'histoire, ça a commencé à gauche. Ça a commencé à gauche. Le premier vu comme étant gonflé, c'était le gauche. Ah, OK. Ce qui a commencé à droite, c'est la lithiase. Je pense qu'il a vraiment eu une lithiase au départ. Maintenant, est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Mais... le PET chauffe des deux côtés, montre une infiltration diffuse. C'était plutôt à gauche. Mais il y a avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois entre les deux. Voilà. C'est vrai qu'on aurait sans doute pu avancer avec un PET plus tôt et sans doute oui, mais on avait quand même l'impression que les antibiotiques faisaient du bien. Donc, c'est pour ça que l'idée, malgré tout que c'était infectieux, est restée à expliquer en tout cas que ça a traîné pendant quelques mois avant qu'on se rende compte que finalement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Bon. Maintenant, ceci dit, par rapport à la biopsie testiculaire, je suis assez d'accord que c'est pas si agressif que ça comme geste. Ce sont les facteurs pronostiques qui guident la prise en charge parce que vous voyez que c'est des traitements très lourds et parfois il faut faire vraiment le plus lourd, parfois on ne peut pas ou parfois il ne faut pas peut-être. Et donc ces mutations chromosomiques, puisqu'elles ont un rôle pathogène, que ça peut être des cibles thérapeutiques, c'est clairement devenu des éléments essentiels pour établir le pronostic du patient et déterminer sa prise en charge. L'âge, c'est aussi un facteur pronostic parce qu'au plus âgé on est, au moins le pronostic est bon, en partie parce qu'on a peut-être moins la capacité d'endurer des traitements aussi lourds, en partie aussi, il y a sans doute une partie de l'heure parce que certaines des mutations que je vous ai montrées avant sont plus fréquentes à certains âges. La blastose, au-delà de 30 000, c'est un facteur péjoratif également. Et donc, ça permet de stratifier le risque du patient et on choisit en fonction de ça le régime de traitement. Je vais pas m'étendre plus sur le traitement du patient. Ah oui, un mot, mais ça rejoint, c'est la même chose que ce que disait Christian.
C'est connu, en fait, l'atteinte testiculaire de la leucémie aiguë lymphoblastique, effectivement, surtout chez les enfants. Et c'est effectivement, les testicules sont considérés. Donc, ça touche 1 à 2% des enfants, et c'est encore plus rare chez l'adulte au cours d'une leucémie. Ça se présente comme une augmentation du volume. On sait, une fois qu'on est dans le contexte de la leucémie, on peut s'aider de l'échographie pour dire qu'il y a une atteinte testiculaire ou pas. Et c'était effectivement un facteur de mauvais pronostic parce qu'il y avait des récidives après traitement et on pouvait même avoir des récidives testiculaires alors qu'il n'y en avait pas ou pas visibles au début de la maladie. Et ça entraînait historiquement un renforcement du traitement, notamment chimiothérapeutique et peut-être une irradiation, comme le disait Christian. Apparemment, les traitements ayant évolué et étant plus puissants, la question se pose moins maintenant, puisqu'il y a eu même des papiers pour faire des biopsies systématiques chez les enfants pour voir si ou non il y avait une atteinte. Et on a évoqué une pénétration réduite des chimiothérapies, notamment le méthotrexate, dans l'espace interstitiel testiculaire. Ceci dit, on sait que d'autres chimios passent. Et puis, les traitements plus récents, en fait, les plus récents sont des chimios à très haute dose qui semblent passer la barrière. On a évoqué également le fait que la température testiculaire est plus basse que le reste de la température corporelle et que ça pouvait entraîner une moindre efficacité de la chimio. Et on dit également que le testicule est un sanctuaire qui bénéficie en tout cas d'un privilège immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire y est moins compétent et que donc les cellules tumorales avaient plus facile à perdurer. Le patient, il a eu un protocole Graal B 2014. Ça sonne pas bien. Donc, c'est à base de tout ça. C'est par bloc. C'est pas forcément tout en même temps. C'est très lourd. Il est à son 6e bloc actuellement. Et en fait, heureusement, ben, il a répondu, si j'ai bien compris. Et donc, d'ailleurs, si jamais il voit cette vidéo, je lui adresse ce petit mot. J'espère que je vais lui dire que je pense à lui et que je lui souhaite tout le courage. Voilà. Merci Mathieu. Bon. Ah oui, ça mérite sûrement des commentaires additionnels. Non, il y a juste 2 commentaires. Un, j'ai été très étonné de voir mélanger la doxycycline à des antibiotiques style pénicilline, etc. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais moi j'ai appris qu'il ne fallait jamais faire ça. Mais ça il y a longtemps. Une infection sexuellement transmissible. Oui, une gono ou une chlamydie. Et l'autre, c'est que ce monsieur, en changeant d'hôpital tout le temps, a fait ce qu'on appelle la perte de chance. C'est intéressant de rester fidèle à une équipe. Mais il est resté dans le même groupe. Hein. Oui, et donc et puis, il est allé à Bordeaux. Oui, alors il y avait un membre de sa famille médecin qui était quand même le lien dans l'ensemble de l'historique. Non, enfin, je pense qu'il y a deux points quand même qui méritent d'être relevés. C'est, dans des histoires rares, je ne sais pas combien de temps il faudra attendre pour se retrouver devant la même situation. Un, l'absence d'anomalies hématologiques persistantes. Et deux, effectivement, à quel moment on peut prendre la décision de faire une biopsie devant une situation qui traîne et où il y a quand même quelque chose d'étrange qui ne correspond pas à l'évolution, je dirais, normale d'une orchide. Et donc, c'est vrai que la biopsie aurait probablement pu être réalisée plus tôt. OK. Ah, alors. Sur le plan échographique, puisqu'on revient à ce que tu disais, est-ce qu'on aurait pu faire la différence entre un testicule, je dirais, tumoral et un testicule inflammatoire dans le cas Alors, pour les tumeurs plus communes des patients jeunes, oui, parce que vraiment, dans la plus grande partie des cas, ça se présente comme une masse au sein du testicule, et c'est ce qu'ils n'avaient pas. Et par contre, mais c'est connu, pour les lymphomes ou leucémies, c'est plus infiltratif, donc on n'a pas cet effet de masse. C'est très hyperémié. Et d'ailleurs, un des derniers protocoles d'échographie, le radiologue évoquait à lymphome. Oui. Mais ça n'avait pas été fait sur les autres. Et donc, si au tout début, il y a ce papier qui dit que ça a une très bonne spécificité, je pense que c'est plus pour des
des situations de douleur avec un testicule inflammatoire. Et d'accord, c'était son cas, mais habituellement, les tumeurs, c'est plutôt une croissance non douloureuse, pas tellement inflammatoire. Donc, il était vraiment piège, ce cas-là. OK, bien, mais on va en rester là avec un cas qui sortait effectivement de l'ordinaire. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu se brancher, mais je pense qu'ils auront intérêt à regarder la vidéo. Et je vous promets un beau programme à partir de la semaine prochaine pour mars-avril. Et à bientôt.